Bonsoir à tous, bienvenue sur D8. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Alors cette nuit, ce soir, c'est avec Madame d'Aulnoy que nous allons partir en vadrouille. En effet, nous allons avoir le plaisir de poursuivre la lecture de ces fameux contes de fées. Madame d'Aulnoy, donc une contemporaine de Charles Perrault. Le conte que nous abordons maintenant s'intitule L'Oiseau bleu. C'est l'histoire donc d'une jeune princesse qui vient chercher son amoureux qui était transformé en oiseau, qui est le prince charmant, et qui, en échange d'un état humain qu'on lui a redonné, doit épouser Truitonne, une princesse très laide, et qui est la rivale de notre chère Florine, qui du coup rend visite au prince charmant dans son château, dort dans le cabinet des échos car elle sait que le prince peut entendre tout ce qui se dit là-bas, mais comme on lui donne de l'opium pour qu'il puisse dormir, tellement elle lui manque, il n'a rien entendu. La reine passa une partie du jour dans une étrange inquiétude. « S'il m'a entendu, disait-elle, se peut-il une indifférence plus cruelle? S'il ne m'a pas entendu, que ferais-je pour parvenir à me faire entendre ?» Il ne se trouvait plus de rareté extraordinaire, car des pierreries sont toujours belles, mais il fallait quelque chose qui piquât le goût de Truitonne. Elle eut recours à ses œufs. Ah oui, parce qu'elle a aussi des œufs magiques. Elle eut recours à ses œufs. Elle en cassa un. Aussitôt, il en sortit un petit carrosse d'acier poli garni d'or de rapport. Il était attelé de 6 souris vertes, conduites par un raton couleur de rose, et le postillon, qui était aussi de famille ratonienne, était gris de lin. Il y avait dans ce carrosse 4 marionnettes plus fringantes et plus spirituelles que toutes celles qui paraissent aux foires Saint-Germain et Saint-Laurent. Elles faisaient des choses surprenantes, particulièrement 2 petites égyptiennes qui, pour danser la sarabande et les passe-pieds, ne l'auraient pas cédé alléance. La reine demeura ravie de ce nouveau chef-d'œuvre d'art nécromancien. Elle ne dit mot jusqu'au soir, qui était l'heure que Truitonne allait à la promenade. Elle se mit dans une allée, faisant galoper ses souris qui traînaient le carrosse, les ratons et les marionnettes. Cette nouveauté étonna si fort Truitonne qu'elle s'écria 2 ou 3 fois « Missouillon, Missouillon, veux-tu 5 sols du carrosse et de ton attelage souris quoi ?» Demandez aux gens de lettres et aux docteurs de ce royaume, dit Florine, ce qu'une telle merveille peut valoir, et je m'en rapporterai à l'estimation du plus savant. Truitonne, qui était absolue en tout, lui répliqua « Sans m'importuner plus longtemps de ta crasseuse présence, dis-moi le prix. » Dormir encore dans le cabinet des échos, dit-elle, et tout ce que je demande. Va, pauvre bête, répliqua Truitonne, tu n'en seras pas refusée. Et se tournant vers ces dames, voilà une sotte créature, dit-elle, de retirer si peu d'avantages de ses raretés. La nuit vint. Florine dit tout ce qu'elle put imaginer de plus tendre. Et elle le dit aussi inutilement qu'elle l'avait déjà fait parce que le roi ne manquait jamais de prendre son opium. Les valets de chambre disaient entre eux « Sans doute cette paysanne est folle. Qu'est-ce qu'elle résonne toute la nuit ?» Avec cela, disaient d'autres, il ne laisse pas d'y avoir de l'esprit et de la passion dans ce qu'elle conte. Elle attendait impatiemment le jour pour voir quel effet ces discours auraient produit. « Quoi, ce barbare est devenu sourd à ma voix ?» disait-elle. « Il n'entend plus sa chère Florine ? Ah, quelle faiblesse de l'aimer encore ! Que je mérite bien les marques de mépris qu'il me donne. » Mais elle y pensait inutilement. Elle ne pouvait se guérir de sa tendresse. Il n'y avait plus qu'un œuf dans son sac dont elle dut espérer du secours. Elle le cassa. Il en sortit un pâté de 6 oiseaux qui étaient bardés, cuits et fort bien apprêtés. Avec cela, il chantait merveilleusement bien, disait la bonne aventure, et il savait mieux la médecine qu'Esculape. La reine resta charmée d'une chose si admirable. Elle fut avec son pâté parlant dans l'antichambre de Truitonne. Comme elle attendait qu'elle passât, un des valets de chambre du roi s'approcha d'elle et lui dit « Mamie Souillon, savez-vous bien que si le roi ne prenait pas de l'opium pour dormir, vous l'étourdiriez assurément, car vous jasez la nuit d'une manière surprenante. » Florine ne s'étonna plus de ce qu'il ne l'avait pas entendu. Elle fouilla dans son sac et lui dit « Je crains si peu d'interrompre le repos du roi que si vous voulez ne lui point donner d'opium ce soir,
En cas que je couche dans ce même cabinet, toutes ces perles et tous ces diamants seront pour vous. » Le valet de chambre y consentit et il lui en donna sa parole. À quelques moments de là, Triton vint. Elle aperçut la reine avec son pâté qui feignait de le vouloir manger. « Que fais-tu là, Miss Souillon ?» lui dit-elle. « Madame, » répliqua Florine, « je mange des astrologues, des musiciens et des médecins. » En même temps, tous les oiseaux se mettent à chanter plus mélodieusement que les sirènes. Puis ils s'écrièrent « Donnez la pièce blanche et nous vous dirons votre bonne aventure. » Un canard qui dominait dit plus haut que les autres « Quand, je suis médecin, je guéris de tous les maux et de toutes sortes de folies hormis de celles d'amour. » Triton, plus surprise de tant de merveilles qu'elle l'eût été de ses jours, jura « Par la vertu chou, voilà un excellent pâté, je le veux avoir. Ça, Miss Souillon, que t'en donnerais-je » ? « Le prix ordinaire, » dit-elle, couché dans le cabinet des échos, et rien davantage. « Tiens, dit généreusement Triton, car elle était de belle humeur par l'acquisition d'un tel pâté. Tu en auras une pistole. » Florine, plus contente qu'elle l'eût encore été, parce qu'elle espérait que le roi l'entendrait, se retira en la remerciant. Dès que la nuit parut, elle se fit conduire dans le cabinet, souhaitant avec ardeur que le valet de chambre lui tînt parole et qu'au lieu de donner de l'opium au roi, il lui présentât quelque autre chose qui pût le tenir éveillé. Lorsqu'elle crut que chacun s'était endormi, elle commença ses plaintes ordinaires. « À combien de périls me suis-je exposée, disait-elle, pour te chercher pendant que tu me fuis et que tu veux épouser Triton. Que t'ai-je donc fait, cruel, pour oublier tes serments? Souviens-toi de ta métamorphose, de mes bontés, de nos tendres conversations. » Elle les répéta presque toutes avec une mémoire qui prouvait assez que rien ne lui était plus cher que ce souvenir. Le roi ne dormait point, et il n'entendait si distinctement la voix de Florine et toutes ses paroles qu'il ne pouvait comprendre d'où elles venaient. Mais son cœur, pénétré de tendresse, lui rappela si vivement l'idée de son incomparable princesse qu'il sentit sa séparation avec la même douleur qu'au moment où les couteaux l'avaient blessé sur le cyprès. Il se mit, de son côté, à parler comme la reine avait fait du sien. « Ah, princesse, dit-il, trop cruel pour un amant qui vous adorait. Est-il possible que vous m'ayez sacrifié à nos communs ennemis ?» Florine entendit ce qu'il disait et ne manqua pas de lui répondre et de lui apprendre que s'il voulait entretenir la Miss Souillon, il serait éclairci de tous les mystères qu'il n'avait pu pénétrer jusqu'alors. À ces mots, le roi, impatient, appela un de ses valets de chambre et lui demanda s'il ne pouvait point trouver Miss Souillon et l'amener. Le valet de chambre répliqua que rien n'était plus aisé parce qu'elle couchait dans le cabinet des échos. Le roi ne savait qu'imaginer. Quel moyen de croire qu'une si grande reine que Florine fût déguisée en Souillon? Et quel moyen de croire que Miss Souillon eut la voix de la reine et sût des secrets si particuliers, à moins que ce ne fussent elles-mêmes. Dans cette incertitude, il se leva, et s'habillant avec précipitation, il descendit par un degré dérobé dans le cabinet des échos, dont la reine avait ôté la clé. Mais le roi en avait une qui ouvrait toutes les portes du palais. Il la trouva avec une robe légère de taffetas blanc qu'elle portait sous ses vilains habits. Ses beaux cheveux couvraient ses épaules. Elle était couchée sur son lit de repos et une lampe un peu éloignée ne rendait qu'une lumière sombre. Le roi entra tout d'un coup, et son amour l'emportant sur son ressentiment, dès qu'il la reconnut, il vint se jeter à ses pieds. Il mouilla ses mains de ses larmes et pensa mourir de joie, de douleur et de 1000 pensées différentes qui lui passèrent en même temps dans l'esprit. La reine ne demeura pas moins troublée. Son cœur se serra, elle pouvait à peine respirer. Elle regardait fixement le roi sans rien lui dire, et quand elle eut la force de lui parler, elle n'eut pas celle de lui faire des reproches. Le plaisir de le revoir lui fit oublier pour quelque temps les sujets de plainte qu'elle croyait avoir. Enfin, ils
C'était la fée Soucio, celle qui avait transformé le prince en oiseau. Mais dans ce moment, l'enchanteur qui aimait le roi arriva avec une fée fameuse. C'était justement celle qui donna les 4 œufs à Florine. Après les premiers compliments, l'enchanteur et la fée déclarèrent que leur pouvoir était uni en faveur du roi et de la reine. Soucio ne pouvait rien contre eux, et ainsi leur mariage ne recevrait aucun retardement. Il est aisé de se figurer la joie de ces 2 jeunes amants. Dès qu'il fut jour, on la publia dans tout le palais et chacun était ravi de voir Florine. Ces nouvelles allèrent jusqu'à Truitonne. Elle accourut chez le roi. Quelle surprise d'y trouver sa belle rivale. Dès qu'elle voulut ouvrir la bouche pour lui dire des injures, l'enchanteur et la fée parurent qui la métamorphosèrent en truie, afin qu'il lui restât au moins une partie de son nom et de son naturelle grandeur. Elle s'enfuit, toujours grognant jusque dans la basse-cour, où de longs éclats de rire que l'on fit sur elle achevèrent de la désespérer. Le roi charmant et la reine Florine, délivrés d'une personne si odieuse, ne pensèrent plus qu'à la fête de leurs noces. La galanterie et la magnificence y parurent également. Il est aisé de juger de leur félicité après de si longs malheurs. Quand Truitonne aspirait à l'hymen de charmant et que sans avoir su lui plaire, elle voulait former ce triste engagement que la mort seule peut défaire, qu'elle était impudente, hélas. Sans doute elle ignorait qu'un pareil mariage devint un funeste esclavage. Si l'amour ne forme pas, je trouve que charmant fut sage. À mon sens, il vaut beaucoup mieux être oiseau bleu, corbeau, devenir hibou même, que d'éprouver la peine extrême d'avoir ce que l'on hait toujours devant les yeux. En ces sortes d'hymens, notre siècle est fertile. Les hymens seraient plus heureux si l'on pouvait encore quelque enchanteur habile, si l'on trouvait encore quelque enchanteur habile qui voulût s'opposer à ces coupables nœuds et ne jamais souffrir que l'hyménée unisse, par intérêt ou par caprice, 2 cœurs infortunés, s'ils ne s'aiment tous 2. Voilà, c'était la fin de l'Oiseau bleu, donc un conte de Madame d'Aulnoy. Le conte suivant, puisque c'est un recueil de contes de fées, le conte suivant s'intitule La princesse printanière. Il était une fois un roi et une reine qui avaient eu plusieurs enfants. Mais ils mouraient tous. Et le roi et la reine étaient si fâchés que rien plus. Car ils avaient des biens de reste, il ne leur manquait que des enfants. Il y avait 5 ans que la reine n'en avait eu. Tout le monde croyait qu'elle n'en aurait plus parce qu'elle s'affligeait trop quand elle pensait à tous ces petits princes si jolis qui étaient morts. Enfin, la reine devint grosse. Elle ne faisait que songer nuit et jour comment elle ferait pour conserver la vie à la petite créature qu'elle devait avoir, au nom qu'elle porterait, aux habits, aux poupées, aux joujoux qu'elle lui donnerait. On avait sonné à son de trompe et affiché à tous les carrefours que les meilleures nourrices eussent à se présenter devant la reine parce qu'elle en voulait choisir une pour son enfant. Voici qu'il en vint des 4 coins du monde. Ce n'étaient que nourrices avec leurs poupards. Un jour donc que la reine prenait le fret dans un grand bois, elle s'assit et dit au roi « Sire, faisons venir toutes nos nourrices. Choisissons-en une, car nos vaches n'ont pas assez de lait pour fournir de la bouillie à tant de petits-enfants. » « Très volontiers, mamie, dit le roi. Allons que l'on appelle les nourrices. » Les voilà toutes qui viennent l'une après l'autre, faisant une belle révérence au roi et à la reine, puis elles se mettent en haie, chacune contre un arbre. Après qu'elles se furent rangées et que l'on eut admiré leur teint frais, leurs belles dents et leurs seins remplis de bon lait, l'on voit venir dans une brouette poussée par 2 vilains petits nains une laidron qui avait les pieds de travers, les genoux sous le menton,
une grosse bosse, les yeux louches et la peau plus noire que de l'encre. Elle tenait entre ses bras un petit magot de singe à qui elle donnait à téter, et elle parlait un jargon que l'on n'entendait pas. Elle vint à son tour pour s'offrir, mais la reine la repoussant. « Allez, grosse laide, lui dit-elle. Vous n'êtes qu'une malapprise de venir devant moi. Faites comme vous, voilà. Si vous y restez davantage, je vous en ferai bien noter. » Cette maussade passa, grommelant bien fort, et traînée par ses affreux petits nains. Elle fut se ficher dans le creux d'un gros arbre, d'où elle pouvait tout voir. La reine, qui ne songeait plus à elle, choisit une belle nourrice. Mais dès qu'elle l'eut nommée, voilà qu'un horrible serpent qui était caché sous les herbes la pique au pied. Et elle tombe comme morte. La reine, bien chagrine de cet accident, jette les yeux sur une autre. Aussitôt passe un aigle volant qui tenait une tortue. Il la laisse tomber sur la tête de la pauvre nourrice qui fut cassée en pièces comme un verre. La reine, encore plus affligée, appelle une troisième nourrice qui, voulant s'avancer au plus vite, se laisse choir comme un buisson plein de longues épines et se crève l'œil. Se laisse choir contre un buisson, plein de longues épines et se crève l'œil. « Oh !» s'écria la reine, « il y a toujours aujourd'hui bien du malheur dans mon affaire. Il n'est pas possible que je choisisse une nourrice sans lui porter guignon. J'en laisserai le soin à mon médecin. » En se levant pour retourner au palais, elle entend rire à gorge déployée. Elle regarde et voit derrière elle la méchante bossue qui était comme une guenon avec son fagotin de singe dans la brouette. Dame, elle se moquait de toute la compagnie et particulièrement de la reine. Cette princesse en eut si grand dépit qu'elle voulut aller à elle pour la battre, se doutant bien qu'elle était cause du mal des nourrices. Mais la bossue ayant frappé 3 coups de sa baguette, les nains furent changés en griffons ailés, la brouette en chariot de feu, et tout s'envola dans l'air, faisant des menaces et de grands cris. « Hélas, mamie, nous sommes perdus, » dit le roi. « C'est ici la fée Carabosse. La méchante me haïssait dès le temps que j'étais petit garçon pour une espièglerie que je lui fis avec du soufre dans son potage. Depuis cela, elle a toujours cherché à s'en venger. » La reine se mit à pleurer. « Si j'avais pu deviner son nom, dit-elle, j'aurais tâché de m'en faire une amie. Je crois que je voudrais être morte. » Quand le roi la vit si affligée, il lui dit « M'amour, allons tenir le conseil sur ce que nous avons à faire. » Il l'emmena par-dessous les bras, car elle tremblait encore de la peur que lui avait fait Carabosse. Quand le roi et la reine furent dans la chambre, ils firent appeler leurs conseillers. L'on ferma bien les portes et les fenêtres pour ne pas être entendus, et l'on prit la résolution de convier à la naissance de l'enfant toutes les fées à 1000 lieues à la ronde. L'on fit partir en même temps des courriers et l'on écrivit aux fées de belles lettres fort civiles pour qu'elles prissent la peine de venir aux couches de la reine et de tenir l'affaire secrète. Car l'on tremblait de peur que la fée Carabosse n'en fût avertie et qu'elle ne vînt faire du grabuge. Pour récompense de leur peine, on leur promettait une ongreline de velours bleu, un cotillon de velours amarante, des pantoufles de satin cramoisi tailladé, de petits ciseaux dorés et un étui plein de fines aiguilles. Dès que les courriers furent partis, la reine commença de travailler avec ses demoiselles et ses servantes à tout ce qu'elle avait promis aux fées. Elle en connaissait plusieurs, mais il n'en vint que 5. Elles arrivèrent dans le moment que la reine venait d'avoir une petite princesse. Voilà qu'elle s'enferme vitement pour la douer. La première la doua d'une parfaite beauté, la seconde d'avoir infiniment de l'esprit, la troisième de chanter merveilleusement bien, la quatrième de faire des ouvrages en prose et en vers. Et comme la cinquième ouvrait la bouche pour parler, on entendit dans la cheminée un bruit comme une grosse pierre qui tomberait du haut d'un clocher. Et Carabosse parut toute barbouillée de suie, criant à tue-tête
Je doue cette petite créature de guignon guignonnant jusqu'à l'âge de 20 ans. » À ces mots, la reine qui était dans son lit se prit à pleurer et à prier Carabosse d'avoir pitié de la petite princesse. Toutes les fées lui disaient « Hélas, ma sœur, déguignonnez-la. Que vous a-t-elle fait? Déguignonnez-la. » Mais cette laide fée niait et ne répondait pas. De sorte que la cinquième, qui n'avait pas parlé, tâcha de raccommoder l'affaire et la doua d'une longue vie pleine de bonheur, après que le temps de la malédiction serait passé. Carabosse n'en fit que rire, et elle se mit à chanter 20 chansons ironiques en regrimpant par la même cheminée. Toutes les fées en demeurèrent dans une grande consternation. Mais particulièrement la pauvre reine, elle ne laissa pas de leur donner ce qu'elle avait promis. Elle y ajouta même des rubans qu'elle aimait beaucoup. On leur fit grande chère, et la plus vieille dit en partant qu'elle était d'avis qu'on mit la princesse jusqu'à l'âge de 20 ans en quelque lieu où elle ne vit personne que les femmes qu'on lui donnerait et qu'elle fût bien enfermée. Là-dessus, le roi fit bâtir une tour couverte où il n'y avait point de fenêtre. L'on n'y voyait clair qu'avec de la bougie. On y arrivait par une voûte qui allait 1 lieue sous terre. C'était par là que l'on apportait aux nourrices et aux gouvernantes tout ce qu'il leur fallait. Il y avait de 20 pas en 20 pas de grosses portes qui fermaient bien et des gardes partout. L'on avait nommé la jeune princesse printanière parce qu'elle avait un teint de lys et de rose plus frais et plus fleuri que le printemps. Elle se rendait admirable dans toutes les choses qu'elle disait ou qu'elle faisait. Elle apprenait les sciences les plus difficiles comme les plus aisées, et elle devenait si grande et si belle que le roi et la reine ne la voyaient jamais sans pleurer de joie. Elle les priait quelquefois de rester avec elle ou de l'emmener avec eux, car elle s'ennuyait, sans bien savoir pourquoi. Mais ils différaient toujours. Sa nourrice, qui ne l'avait point quittée et qui ne manquait pas d'esprit, lui contait quelquefois comme le monde était fait, et elle le comprenait aussitôt avec autant de facilité que si elle l'eût vu. Le roi disait souvent à la reine « Mamie Carabosse en sera la dupe. Nous sommes plus fins qu'elle, notre printanière sera heureuse en dépit de ses prédictions. » Et la reine riait jusqu'aux larmes de songer au dépit de la méchante fée. Ils avaient fait peindre printanière et envoyé ses portraits par toute la terre, car le temps de la retirer de la tour approchait. Ils voulaient la marier. Il ne restait plus que 4 jours pour accomplir les 20 ans. La cour et la ville étaient dans une grande joie de la prochaine liberté de la princesse, et elle fut augmentée par la nouvelle que le roi Merlin voulait l'avoir pour son fils et qu'il envoyait son ambassadeur Fanfarinet pour en faire la demande. La nourrice qui disait tout à la princesse lui conta ceci, et qu'il n'y aurait rien au monde de si beau que l'entrée de Fanfarinet. « Ah, que je suis infortunée !» s'écria-t-elle. « On me retient dans une sombre tour comme si j'avais commis quelque grand crime. Je n'ai jamais vu le ciel, le soleil et les étoiles, dont on dit tant de merveilles. Je n'ai jamais vu un cheval, un singe, un lion, si ce n'est en peinture. Le roi et la reine disent qu'ils me retireront d'ici quand j'aurai 20 ans, mais ils veulent m'amuser pour me faire prendre patience, et je sais fort bien qu'ils m'y veulent laisser périr sans que je les ai offensés en rien. » Là-dessus, elle se prit à pleurer tant et tant, qu'elle en avait les yeux gros comme le poing, et la nourrice, et la sœur de lait, et la remueuse, et la berceuse, et l'amie, qui l'aimaient toutes passionnément, se mirent aussi à pleurer tant et tant qu'on n'entendait que des sanglots et des soupirs. Elles pensèrent en étouffer. C'était une grande désolation. Voilà, c'est sur cette scène si triste que nous allons nous arrêter, mais je vous invite à nous retrouver très vite pour avoir la suite de l'histoire, puisqu'a priori les contes de fées finissent bien. Merci de nous avoir suivis, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, #VBN, et quant à moi je vous dis à très bientôt sur notre chaîne pour de nouvelles aventures littéraires. Très bonne journée si vous vous réveillez et excellente nuit si vous vous couchez. Salut!